Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. « 7 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la route Baraouli-Tamani dont les travaux ont été lancés ce matin par le président de la République. Une initiative fortement saluée par les populations sorties massivement. 2 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, quel est l'avis des populations de Gao sur son application? Élément de réponse dans ce 20h. Le roi Mohamed VI a présidé hier à Fès, au Maroc, la cérémonie de lancement du programme de réhabilitation des monuments historiques. 27 monuments et médersa qui datent du 14e et 20e siècle sont concernés. Coût du programme, plus de 20 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette bonne nouvelle, le Mali s'est qualifié pour la finale de la CAN des moins de 17 ans. En demi-finale, ce soir, les cadets maliens ont battu ceux de la Guinée par 2 tirs au but à 0. Le gardien de but malien Youssouf Koïta a arrêté 2 pénaltys guinéens à l'issue du temps réglementaire. Le score était de 0-0, comme en 2015 sur la route de son premier sacre. Le Mali écarte la Guinée à ce même stade de la compétition. En finale, dimanche, le Mali jouera contre le Ghana qui a éliminé le Niger également à l'issue de la séance de tir au but 6-5. Dans l'actualité de ce soir, également, la visite du président de la République dans la région de Ségou, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé ce matin les travaux de bitumage de la route Baraouli-Tamani, longue de 31 km. Elle coûtera plus de 7 milliards de francs CFA. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Traoré et Ali Outouri. Le président de la République dans la région de Ségou pour donner un coup d'accélérateur à ces chantiers de développement. Il est accueilli avec joie par les populations, de Konobougou à Tamani en passant par Baraouli et plusieurs autres villages. Un contact direct entre le chef de l'État et les populations de la 4e région, notamment celle de Tamani. Et c'est ce coup de lame présidentiel qui vient réaliser un rêve, le bitumage d'une route longue de 31 km. L'acte est salué par le chef de village et le maire de la commune rurale de Tamani. Mais c'est le guide spirituel, Ousmane Chérif Madani Aïdara, natif de la localité, qui semble trouver les mots justes pour remercier le chef de l'État. Ni nganyami ni aya leidu di tamaninkaw ma ankila leidu inflakana kanye tamaninkaw be se ka shiria président ambifo amisegi kifo. La réalisation de la route coûtera au budget national plus de 7 milliards 200 millions de francs CFA. La ministre en charge de l'équipement et du désenclavement, elle note surtout son impact positif sur le quotidien des populations à travers notamment l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tamani Baraouli, c'est la création d'emplois et le renforcement des échanges commerciaux.
Baraweli Tamani, c'est la valorisation d'énormes plaines rizicoles et d'importants gisements de calcaire caractérisant la localité. Tamani Baraweli, c'est l'écoulement sécurisé des productions agricoles en temps réel et la promotion des activités d'élevage et des sous-produits d'élevage. Baraweli Tamani, c'est l'amélioration de la circulation routière, notamment pendant les organisations des fêtes religieuses. Baraweli Tamani, c'est l'accroissement du taux d'accès aux infrastructures scolaires et de santé. Baraweli Tamani, c'est aussi la protection de l'environnement à travers la plantation d'arbres et la création de points d'eau modernes. En un mot, Excellence Monsieur le Président de la République, avec le bitumage de la route Baraweli Tamani, c'est le développement socio-économique de toute la zone d'influence du projet qui sera amorcé. Assurance est donc donnée au président de la République qui a quitté Tamani avec un sentiment de devoir accompli. Juste après, le chef de l'État est arrivé à Ségou où il est accueilli avec des honneurs militaires. Le président de la République n'a pas caché sa fierté et sa joie après le lancement des travaux. Ibrahim Boubacar Keïta se dit ému d'avoir concrétisé une promesse de campagne. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Comme toujours, beaucoup d'émotions. Après avoir entendu la population dire l'intérêt de cette route pour elle, toujours très ému. Qu'un tronçon puisse être tant attendu au plan humain, au plan économique, au plan social. C'est donc un bonheur que je ne peux cacher de voir aujourd'hui un tronçon dont certains qui ont rêvé sont aujourd'hui au tombeau. Un bonheur, mais une promesse surtout, car mon bonheur ne sera réel que lorsque je viendrai à Tamani par la nouvelle route bitumée. Ce jour-là, comme ce fut le cas à Mahou, je serai un homme très heureux. D'ici là, souhaiter que l'entreprise BECM fasse de son mieux pour raccourcir le délai d'exécution. Elle est nationale, elle sait combien cette route est attendue. Elle sait à quelle misère elle va mettre fin. Donc j'engage l'entreprise à faire tout son possible pour que cette route de Tamani soit disponible dans un délai raccourci. Et à ce moment-là, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rappelle pas à notre condition de modestes créatures, nous viendrons à Tamani pour inaugurer cette route-là, Inch'Allah. C'est donc l'entreprise BCM-CG qui se chargera de l'exécution des travaux de la route Baraweli-Tamani. Les responsables promettent de respecter les délais contractuels. Des précisions avec nos envoyés spéciaux à Tamani, Alousseni Touré et Sidiki Balou. La route Baraweli-Tamani est longue de 32 km. Elle fait partie de la grande offensive présidentielle pour les infrastructures. Le coût de réalisation de ce tronçon est d'un peu plus de 7,2 milliards de francs CFA. Les travaux sont exécutés par l'entreprise BCM-CG pour un délai de 12 mois hors saison pluvieuse. Le coût du contrat, c'est environ 7 milliards 200. Le linéaire total du trajet, c'est 32 km. Le délai d'exécution, c'est environ 12 mois. Ça va être une chaussée de 10 mètres de large. Il y a 2 accotements de 1,50 m et 1,50 m, plus la chaussée cyclable, roulable qui fait les 7 mètres. Donc en tout, 1,50 m, 1,50 m plus les 7 mètres, ça va faire les 10 mètres de largeur. Le travail même commence depuis le bas et depuis les fondations, c'est-à-dire le traitement de la plateforme. Après la plateforme, il y a une couche qui vient qu'on appelle fondation. Après la fondation, il y a la couche de base. Ensuite, maintenant, il y a le revêtement. Il y aura des ouvrages d'assainissement, des caniveaux, notamment aux traversées des villages. Il y a un certain linéaire qui est prévu pour drainer les eaux.
Si l'on en croit les explications techniques fournies par l'exécutant, la route aura une durée de vie d'entre 10 et 20 ans. Une route, la garantie, peut-être entre 10 et 20 ans. Vous savez que c'est un peu sujet aux conditions atmosphériques, à la circulation, à l'intensité du trafic. Il y a un peu de tout. L'entreprise BCM-CG a été remarquée sur bien de chantiers. On peut donc faire confiance à cette expertise nationale. On a eu ce marché par rapport à un avis d'appel d'offres national. À travers nos gestionnaires, ils nous ont confié certains marchés et à Bamako, à travers qu'on a vu à réaliser des marchés de grande capacité, tels que la route de Fana Dioïla, la route de la voie d'accès de Kabbalah. Il reste donc à souhaiter que les délais soient respectés conformément aux engagements des parties. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est déjà à Ségou et c'est demain qu'il lancera la campagne agricole 2017-2018. Envoyés spéciaux de Koufana Traoré, Kwakekone et Mamadou Sidibé. La campagne agricole 2017-2018 s'annonce bonne selon certains signes météorologiques. En tout cas, la capitale de Balazan qui accueille le lancement de cette campagne agricole a reçu une fine pluie ce matin, entraînant du coup un temps clément sur la capitale de Balazan. Une ville où le programme de développement du président Ibrahim Boubacar Keïta a engagé la grande vitesse. Échangeurs multiples, les voies interurbaines, le tout couronné par des rues nettoyées et pavoisées aux couleurs nationales. Les 444 Balazans accueillent donc avec ferveur et enthousiasme le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. IBK, leur espoir. Pour nous, l'événement est si grandiose que nous avons vraiment voulu mettre une bouchée double dans la mobilisation. Nous avons touché les chefs de quartier, les notabilités, l'ensemble des populations de nos 4 communes, Ségou, Sebou, Pelengana et Sakoiba, pour que la mobilisation soit de taille pour accueillir le président de la République. L'arrivée du président de la République aujourd'hui pour le lancement de la campagne agricole est une fierté pour nous, députés de Ségou. Eh bien, Ségou est une zone agricole par excellence. Donc, on n'a pas été du tout surpris, vraiment par cette prise de décision qui est très claire, qui est réaliste. Chez le citoyen lambda, la mobilisation doit être totale pour accueillir un président qui a tout fait pour Ségou. Sentiment de fierté, parce qu'on ne reçoit pas tous les jours un président de la République. Durant ces mandats, ça fait, à ma connaissance, sa deuxième visite. La première visite, il a fait l'ensemble de la région. Aujourd'hui, c'est le démarrage des travaux de la route de Tamani, après le lancement de la journée du paysan. Je pense que c'est une très bonne chose. Vraiment, avec IBK, la ville de Ségou a changé de physionomie. Déjà, les ronds-points et les principales places publiques de Ségou sont habillés à l'effigie du président IBK. Le président de la République lance donc demain la journée paysanne à Ségou avant de présider dans l'après-midi le Conseil des ministres délocalisé dans la ville. Sur son parcours, Ibrahim Boubacar Keïta a rendu visite aux notables de Konobougou, Barawili, Tamani et Garna. Nous y reviendrons demain avec nos envoyés spéciaux. Et en prélude à ce grand rendez-vous, la région de Ségou abrite à la Bourse nationale de semences et le Forum Genre et Sécurité alimentaire. Ces deux événements couplés ont été lancés officiellement par le commissaire à la sécurité alimentaire. Reportage Candécila. Selon la FAO, la sécurité alimentaire n'a aucune chance de se concrétiser si les contraintes imposées aux femmes ne sont pas levées. C'est conscient de ce rôle important des femmes que le présent forum sur genre et sécurité alimentaire a été initié. Le présent forum genre et sécurité alimentaire est un cadre approprié de réflexion et d'échange entre tous les acteurs concernés, permettant d'apporter des éléments de réponse adéquates aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les ménages vulnérables et du coup prendre en compte la dimension genre en intégrant les préoccupations des couches défavorisées. Je vais parler des femmes et des jeunes. Pour l'édition de la bourse, une quarantaine de stands exposent des semences, d'intrants et autres produits, des stimulants pour booster le rendement des producteurs. Nous produisons des semences de bonne qualité, de la base R1, R2. Pour bien cultiver, il te faut une bonne semence. Donc la semence, là, ça nous rapporte beaucoup de rendement.
La Bourse nationale des semences de la SEMA est une importante rencontre annuelle pour les industries et entreprises sémencières qui donne l'opportunité aux participants d'élargir les réseaux au niveau national, sous-régional et même international. Une visite guidée des stands aura permis d'apprécier la qualité des produits et de juger de la pertinence de cette initiative conjointe de la Fédération nationale des femmes rurales, celle des jeunes ruraux, de l'Association des sémenciers du Mali et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Et vous pourrez suivre en direct le lancement de la journée paysanne sur nos antennes demain. Nous changeons de sujet et nous vous l'annoncions hier, la tenue de la première édition de la rentrée économique à Koulouba. C'était sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette initiative du Conseil national du patronat du Mali crée un espace d'échange et de propositions entre acteurs du secteur privé et les pouvoirs publics partenaires de ce secteur. Sira Batili était sur place. Voici son reportage. Koulouba, salle des banquets, le président de la République y reçoit le secteur privé pour instituer la rentrée économique. C'est une première au Mali et elle est désormais inscrite dans l'agenda des grandes rencontres présidées par le chef de l'État. La rentrée économique numéro 1, une initiative du Conseil national du patronat du Mali, se veut un cadre d'échange et de concertation entre acteurs et pouvoirs publics afin de donner un nouvel élan à l'économie malienne. Cette activité offre l'occasion aux décideurs politiques et économiques, mais aussi aux partenaires au développement, de mener des réflexions permettant d'aboutir à des réformes majeures indispensables pour la relance de l'économie. Ce sont donc des acteurs prêts qui avaient en main pour l'assistance 2 exemples concrets pouvant aider à booster l'économie malienne, l'emploi et la formation professionnelle ainsi que la commande publique. La commande publique étant l'ensemble des formes d'acquisition de biens au service de l'État, le patronat fait des propositions de réforme. Le premier niveau porte sur les réformes sur la gouvernance des organismes. Donc, je parle toujours des organismes en matière d'emploi et de la formation professionnelle. Et les deuxièmes propositions de réforme portent sur la fiscalité de l'emploi. Publication périodique trimestrielle par voie de presse de la liste nominative des entreprises ou organismes professionnels ou organisations professionnelles ayant bénéficié des services de la structure. Et en 3, nous avons parlé de la transparence des procédures. Un exposé qui a apparemment fait son effet. L'importance de telles assises n'est plus à démontrer pour trouver des pistes d'une économie plus forte, une conviction du président de la République. J'ai été interpellé par la qualité de l'interpellation qui me rend confiant en ce pays, qui me rend confiant en la voie choisie d'avenir pour notre développement. De l'ambition, nous en avons. Oh, de l'ambition, nous en avons. Nous serions sots, totalement sots de ne pas en avoir. Quand l'on aime son pays, quand on a son amour briller au cœur, on a le souci de sa place dans le monde, de sa présence au monde, de sa contemporanéité avec son siècle. Donc nous l'avons. Et nous sommes des gens également pas totalement inintelligents. Nous sommes ouverts au souffle poreux et fécondant des autres qui sont autour de nous. C'est dire simplement mon bonheur réel d'être ici aujourd'hui, d'avoir entendu un exposé clair, structuré sur l'état de nos entreprises. Merci Cédou, merci patronat malien. La rentrée économique se propose donc de mettre en place un mécanisme de veille en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Pour l'entamer, dans un délai plus court, le président de la République propose une rencontre dans 6 mois. Je pense que ce qui a été dit, Monsieur le Premier ministre, mérite que nous nous y attelions dans les meilleurs délais et qu'une revue soit faite d'accord parti dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Ceux qui ont réussi, que nous admirons, ont réussi pas uniquement en manière de verbe, mais l'action.
ne soyons pas en reste. Un des paris du patronat qui est celui de défendre les intérêts des entreprises. Le Conseil national du patronat à cet effet mène le plaidoyer auprès des pouvoirs publics, tout cela dans le but de favoriser la liberté d'entreprise. Avant de lever la séance, une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de l'attentat de Manchester ce lundi 21 mai au Royaume-Uni. Et nous avons ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le vendredi 26 mai 2017 et jour suivant s'il y a lieu, à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. À l'ordre du jour, délibération sur les projets de loi et communication. Le président s'est compté sur la présence effective des députés et la séance est publique. Et rendons-nous à l'Assemblée donc pour parler de cette rencontre entre la Commission des lois et les représentants des régions de Gao et de Kidal. C'était pour recueillir leurs observations sur le projet de révision de la Constitution de 1992, entre autres. Siaka Konate y était pour l'ERTM. Voici son reportage. Les représentants des régions de Gao et de Kidal adhèrent à l'initiative présidentielle de réviser la Constitution du 25 février 1992 pour non seulement corriger ses insuffisances, mais aussi prendre en compte certaines dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation et permettre au Mali d'honorer ses engagements internationaux. Mais ils estiment qu'on ne doit pas organiser les référendums tant que les drapeaux maliens ne flottent pas à Kidal, pour paraphraser l'un des intervenants. Pour ce qui concerne la nationalité du président de la République, ils optent pour le statu quo, c'est-à-dire qu'il soit d'origine malienne. Je voulais que ce candidat aux élections présidentielles soit d'origine malienne et uniquement de nationalité malienne. Qu'on fasse des enquêtes pour savoir s'il n'a pas une double nationalité, une triple nationalité, pour que demain, en cas de problème, qu'il soit là parmi nous et qu'on puisse le juger. Les régions de Gao et de Kidal sont pour la création du Sénat, même si leurs représentants émettent des réserves sur le mode de désignation de ses membres. Moi, je pense qu'on doit avoir le Sénat à l'image du Sénat américain ou du Sénat français, et non avoir un Sénat dans lequel nous avons des gens élus et des gens nommés. Je pense que s'il y a des gens nommés, il perd vraiment sa valeur souhaitée. Les représentants de Gao et de Kidal acceptent que le président nomme et révoque le Premier ministre, mais préfèrent que le gouvernement détermine la politique nationale afin que l'Assemblée nationale puisse continuer à contrôler l'action gouvernementale. Nous allons utiliser judicieusement les différentes observations, les différents avis, pour que le texte qui sortira de l'Assemblée nationale puisse être un texte inclusif et puisse être un texte qui réponde au mieux aux aspirations du peuple malien. Le représentant du Haut Conseil islamique de Gao propose que le président de la République pose la main sur le livre sacré de la religion qu'il pratique en prêtant serment, tous les intervenants trouvant logique qu'il prête serment devant la Cour constitutionnelle, puisque c'est cette institution qui valide son élection. Cela fait 2 ans que l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger a été signé à Bamako, 24 mois après sa mise en œuvre. Quelle est la lecture des populations de la région de Gao par rapport aux acquis et attentes? Reportage Boubacar Babletouri. S'il y a une date qui a marqué l'histoire du Mali après la crise de 2012, c'est bien le 15 mai 2015. C'est à cette date qu'un document important a été signé, marquant du coup un tournant décisif dans la vie de notre pays. Il s'agit de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. 24 mois après, quel bilan fait le citoyen lambda de la région de Gao par rapport à sa mise en œuvre? Je dirais que cet accord a beaucoup évolué. Parce que vous savez, c'est un parcours, et c'est un parcours pas facile, semé d'embûches. Un accord est un compromis de diverses parties et qui doivent tout faire pour qu'il puisse aboutir. Aujourd'hui, tu prends 100 femmes, tu trouveras que les 80 femmes, en tout cas, sinon plus, te dira au moins quelque chose sur l'accord d'Alger. Ça, c'est une fierté pour nous, les femmes. Permettez-moi tout simplement de saluer le gouvernement, saluer l'ensemble des belligérants, pour nous avoir dotés de cet instrument-là.
cet instrument qui cadre parfaitement avec ce que nous cherchons tant, ce que nous souhaitons tant, à savoir la paix. Ils ont fait un grand pas parce que la paix ne revient que petit à petit. On souhaite que ça progresse encore plus que ça encore. Certes, des avancées notoires ont été enregistrées grâce aux multiples efforts consentis par l'État malien et ses partenaires, des efforts qui ont pour nom la tenue de la conférence d'entente nationale, la mise en place des autorités intérimaires, le lancement du MOC pour ne citer que ceci. Malgré ces avancées, les attentes restent fortes chez les citoyens de la cité Zaskia qui n'aspirent aujourd'hui qu'au retour d'une paix définitive. C'est un grand pas, mais on souhaite encore que ça aille encore plus parce que c'est un peu lent. Qu'on soit encore plus vigilant encore. Nous avons besoin d'une union sacrée parce que c'est l'union qui fait la force, et que ce pays, cette nation, personne ne la fera à nos places. Cette paix tant recherchée est à portée de main et sa construction rapide dépend de l'adhésion de tous à la mise en œuvre de cet accord, mais aussi la forte communion des cœurs et des esprits, comme le veut notre devise « Un peuple, un but, une foi ». Parlons toujours de réconciliation à Mopti. La mission d'appui à la réconciliation nationale créée il y a 3 semaines a été expliquée à toutes les sensibilités régionales dont le rôle est déterminant pour la paix et la réconciliation nationale du Mali. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Au Mali, la paix et la réconciliation nationale mobilisent toutes les énergies, doublées d'initiatives multiformes. J'en veux pour preuve la mission d'appui à la réconciliation nationale créée le 26 avril dernier à l'initiative des plus hautes autorités du Mali. La dite mission vient d'être épluchée à l'ensemble des composants de la région de Mopti pour une meilleure compréhension partagée. Et c'est le ministre de la réconciliation nationale qui a présidé la cérémonie de lancement. Elle aura pour mission, entre autres, à participer au renforcement des capacités d'intervention des forces sociales dans la gestion des crises au niveau local, contribuer à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la gestion des conflits communautaires et intracommunautaires, accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix ici du processus d'Alger. La route de la paix passe par la réconciliation des filles et des fils du Mali. C'est la conviction de la MINUSMA qui accompagne la mission d'appui. La MINUSMA poursuit son appui indéfectible au ministère de la Réconciliation nationale dans la mise en œuvre de son plan national de résolution des conflits et de réconciliation. La MINUSMA s'emploie inlassablement à retricoter le tissu social et le vivre ensemble. Une équipe régionale d'appui sera mise en place pour contribuer au retour de la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale. L'équipe régionale doit privilégier les modes de gestion alternatifs. Les mécanismes utilisés doivent viser à sensibiliser, à informer toutes les parties, rechercher des compétences extérieures éventuellement. Le pari des Mali réconcilié et apaisé peut être réussi grâce à l'engagement et à la détermination sans faille des Maliens. Et nous avons ce communiqué. Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du jeudi 25 mai 2017, journée de l'Afrique, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Travailler ensemble sur des solutions et sur l'esprit de coopération, tel est le thème du 8e dialogue sur le climat qui vient de se tenir à Berlin. 3 pays africains étaient à l'honneur de cette rencontre, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Mali. On en sait plus avec Makanfi Konate. En répondant à l'invitation de la République fédérale d'Allemagne, Mme Keita Aïdambo a souhaité partager avec les autres participants la contribution déterminée au niveau national du Mali pour la transition vers une économie verte sobre en carbone. En la matière, le Mali dispose d'une stratégie d'économie verte résiliente au changement climatique. Nous avons eu à parler de nos préoccupations, nous avons eu à échanger sur les contributions déterminées nationales et tout ça, ce sont des voies pour nous pour permettre à l'avenir, dans un court terme, moyen terme et long terme, d'avoir vraiment des actions résilientes au changement climatique. Et dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, vous savez que le Mali a ratifié l'accord de Kigali
Et nous avons reçu les félicitations au niveau international et au niveau des Nations Unies. Les pays industrialisés ont une lourde responsabilité dans les effets néfastes du changement climatique. Pour Nicolas Hulot, l'assumer serait gage de la paix dans le monde. Notre tâche aux uns et aux autres est une grande tâche et elle concerne la paix dans le monde. Et selon notre détermination, selon notre courage, selon notre capacité à nous unir, nous pouvons ajouter de l'injustice à l'injustice, de la misère à la misère, de la souffrance à la souffrance et donc de la violence à la violence. Le Mali, l'Afrique du Sud et le Rwanda étaient les seuls pays africains invités à prendre part à ce 8e dialogue de Petersberg sur le climat. En prélude à la fête de l'Afrique célébrée chaque 25 mai, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine a lancé un message de paix à l'occasion du 54e anniversaire de la création de l'Union africaine. Nous vous proposons un extrait du message du ministre Dr Abdraman Sylla. Il est au micro de Siragatou Sissé. Le jeudi 25 mai 2017 marquera le 54e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue depuis le 2002 l'Union africaine, UA. Le thème retenu pour la célébration des journées commémoratives de cette année est « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». À cette heureuse occasion, nos pensées de reconnaissance vont à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont œuvré avec courage et détermination pour la libération et l'unité du continent africain. Nos sentiments d'estime et de fierté vont à nos illustres pères fondateurs des indépendances qui nous ont légué une Afrique en chantier et en marche vers le rendez-vous de son destin commun. À suivre l'intégralité de ce message après ce journal. Pour la célébration de la fête de l'Afrique, le professeur Doulaye Konaté attire l'attention des politiques. La société civile et la jeunesse sont mobilisées pour l'intégration africaine. Il a dit au micro de Abbas Fambougri Traoré. Je pense que d'abord, l'action est toujours précédée de rêve. Pour agir, il faut rêver. Et donc, dans ce sens-là, je pense que la question de l'intégration africaine, de l'unité africaine, est plus d'actualité aujourd'hui qu'hier. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus en termes d'options. Quand vous regardez les grands défis auxquels nous sommes confrontés, notre place, la place de l'Afrique dans le monde, notre place dans le commerce international, notre place dans les relations diplomatiques, et cette jeunesse de plus en plus légitimement exigeante et à qui on n'offre pas grand-chose. La question de l'unité devient une question de vie ou de mort. Donc c'est vraiment aujourd'hui, à mon avis, ça se pose aujourd'hui en termes de survie pour notre continent. Et donc, je ne sais pas la forme que cela prendra, mais la question de l'unité est aujourd'hui une question de survie pour nos sociétés. Et donc, je prends un simple exemple. Vous voyez aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier. Que pèsent aujourd'hui nos micro-États dans les négociations internationales? Si l'Afrique n'a pas une voix, même dans les changements auxquels on aspire au niveau de la gouvernance mondiale, je parle de l'ONU, mais si l'Afrique n'a pas une voix, elle n'arrivera jamais à se faire entendre dans ces enceintes-là. Vous savez, l'intégration, celle qui se fait à la base, elle existe depuis tout le temps. Aller dans les régions frontalières, on voit bien que les populations commercent, que les populations échangent, que les populations, au plan culturel, continuent d'entretenir des cérémoniales qui se font souvent entre États, au mépris de la frontière. Et donc, je ne veux pas dire que la frontière soit quelque chose qu'on peut comme ça enjamber, mais il va falloir envisager de la désacraliser, la frontière. Je le disais dans les titres, le Royaume du Maroc initie un vaste programme de réhabilitation des monuments historiques à Fès. 27 monuments et plusieurs médersas qui datent de 14e et 20e siècle sont concernés. Coût de programme, plus de 20 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux à Fès, Oumar Traoré et Bourama Traoré.
L'emblématique université religieuse de Fès retrouve son image d'antan. Résultat de grands travaux effectués sur cette première structure entièrement dédiée à l'enseignement du Coran. 5 médersas, disons écoles coraniques, ont également été rénovées. Elles accueillent à nouveau les étudiants nationaux et étrangers, de quoi réjouir plus d'un. Et c'est très emblématique parce que c'est un lieu de spiritualité, de l'éducation, de philosophie, d'enseignement. Et c'est pourquoi la restauration, sous l'initiative de Sa Majesté, de ces 5 médersas qui sont très anciennes, je crois que parmi eux c'est le médersa le plus ancien. C'est magnifique pour nous, c'est une excellente nouvelle pour l'UNESCO. C'est la première étape d'un vaste programme de réhabilitation et de rénovation des monuments historiques de Fès. Un programme initié par le roi Mohamed VI. Sa mise en œuvre va nécessiter une enveloppe financière de plus de 20 milliards de francs CFA. C'est un programme grandiose qui concerne des milliers de bâtiments, mais aussi qui concerne 27 monuments historiques de grande facture. Il y a à peu près 11 médersas dans la ville de Fès, dont 6 mérinides importantes revenant au XIVe siècle. Parmi ces médersas, 5 ont été restaurés, qui sont les plus emblématiques. Fès compte 93 000 habitants et depuis 1981, la ville est inscrite sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la rumeur qui circule ces derniers temps sur l'éventualité d'une variété de riz impropre à la consommation, eh bien, dormez tranquille. La Direction nationale du commerce et de la concurrence vient de démentir cette rumeur après une analyse de laboratoire. Pas de riz impropre à la consommation à Bamako. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Modibo Keïta, le directeur national du commerce et de la concurrence. Il est au micro de Batraouri. L'information avait été diffusée que ce riz existait déjà sur le marché de Bamako. J'ai instruit le directeur régional du district de Bamako qui s'est rendu à Kalabankro où le riz impropre à la consommation serait disponible. Les équipes de la direction régionale se sont rendues sur les lieux. Ils ont procédé à un prélèvement d'échantillons dans le cadre des mesures de précaution. Ils ont consigné ce riz. Ils ont demandé aux clients de donner le nom de son fournisseur. Le nom du fournisseur a été donné. Le stock qui se trouvait associé à ce dernier aussi a été consigné. Les échantillons ont été mis à disposition du laboratoire national de la santé, qui est la structure nationale accréditée et habilitée à se prononcer sur l'innocuité d'un produit. Nous avons reçu les résultats de l'analyse du laboratoire le vendredi. Et les analyses attestent que le riz qui était censé être impropre à la consommation est un riz de très bonne qualité. Nous demandons à tous les consommateurs, parce que c'est par les réseaux sociaux que la rumeur a été diffusée, lorsque les consommateurs constatent un riz qui n'est pas vraiment un riz normal, qu'ils portent l'information à la connaissance des services administratifs qui ont pour mission de protéger la vie des personnes. Voilà, pour le moment, pas de riz impropre à la consommation à Bamako. Visite de prise de contact du président du parti UMRDA avec les cadres et militants du parti dans les cercles de la région de Caille. Objectif, s'enquérir de la bonne marche du parti. Reportage Jafar Aïdara. Cette rentrée politique du parti UMRDA à Yérimani a été une tribune d'échange entre le tout nouveau président Ibrahim Bokarba, les militants et les dirigeants du parti sur les problèmes de l'heure qui sont entre autres la paix et la réconciliation dans notre pays. La cohésion entre les militants du parti pour un développement du cercle de Yérimani dont ils sont la première force politique. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que nous appartenons à la majorité présidentielle et que nous avons soutenu en 2013 le président Ibrahim Boubacar Keïta, que nous continuons de soutenir et nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, le bilan qui est là montre quand même de nombreuses avancées dans beaucoup de domaines et bien entendu l'action est à continuer. On voit quand même tout ce qu'il y a en termes d'infrastructures qui se fait actuellement et c'est de nature à jouer favorablement sur les coûts des facteurs. Vous savez que le problème de compétitivité des entreprises dépend très largement des coûts énergétiques et des coûts de transport. Maintenant, je fais un peu le bilan des cercles dans lesquels nous aurons vraiment, nous pèserons lourdement au moins dans 7 cercles ou 8 pour les prochaines élections législatives et présidentielles.
Il faut rappeler que la section IMRDA de Yérimani, qui représente la première force politique locale en termes d'élus, compte 54 conseillers communaux sur 186 pour le cercle de Yérimani, 6 maires sur 12. Ce résultat encourageant interpelle les militants à redoubler d'efforts pour mieux faire lors des prochaines élections. Et suite à la nomination de Monseigneur Jean Zerbo à l'ordre de cardinal, le parti ADEMA PSG, dans un communiqué, se réjouit de cet honneur. Il implore Dieu, le Créateur universel, pour qu'il assiste le cardinal dans ses nouvelles charges. Le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est africain. Dr Tedros a été élu hier mardi 23 mai à Genève, directeur général de l'OMS, à l'issue du 3e tour du scrutin. Cette élection est le résultat de l'appréciation du conseil exécutif de l'OMS sur un des candidats qui avait un dossier convaincant. Nyanza Koulibaly. L'Éthiopien, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, vient effectivement d'ouvrir une autre nouvelle page africaine au sein de l'Organisation des Nations Unies ONU, en devenant ainsi le tout premier Africain à être élu à la tête de l'une des agences les plus influentes de la dite organisation. La toute première page étant celle ouverte par l'Égyptien Boutros Ghali, premier Africain élu en 1991, secrétaire général de l'ONU, ce qui a été perçu en son temps comme justice rendue à l'Afrique. S'agissant de l'élection du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, on peut dire que ce sont surtout le mérite et la profession de foi qui ont beaucoup pesé. Jugez-en. Après avoir été sélectionné sur une liste de 6 candidats, l'Éthiopien chercheur renommé de son État sur le paludisme est arrivé en tête des 3 candidats retenus lors des 2 premiers tours de scrutin avant de l'emporter au 3e tour face à son challenger, Dr David Nabarro, candidat britannique qui n'est pas un novice non plus, puisque ancien envoyé spécial des Nations Unies en Afrique pour la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Pour la profession de foi, il s'est engagé à, je cite, travailler sans relâche pour concrétiser la promesse de garantir la couverture sanitaire universelle. Fin de citation. Et donc, premier Africain à la tête de l'OMS, un honneur certes, mais aussi un redoutable challenge aussi, puisqu'il sera évalué surtout sur cette profession de foi ainsi rappelée. Demain jeudi 25 mai, le Conseil des ministres se tiendra à Ségou, où se trouve actuellement le président de la République. Mais avant, Ibrahim Boubacar Keïta lancera dans la capitale des Balanzans la journée des paysans que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes, télévision et radio. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous, surtout après cette pluie.